OK, alors c'est parti. Corsair, présentation express. Il faut qu'on regarde le contexte, c'est-à-dire le marché sur lequel on se place. Vous voyez cette image, c'est une décharge de plastique dans la nature. Il y en a partout, surtout quand vous habitez en Indonésie comme moi par exemple. Il y a des montagnes infinies, même des îles entières de plastique. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec le plastique. Donc là, on va regarder un sujet qui est urgent dans le monde, celui de la réalité industrielle cumulée des 50 dernières années. On gère mal les déchets plastiques, ça finit dans la nature, et ensuite, c'est à notre détriment parce que ça finit dans notre nourriture. C'est pas sympa pour les générations futures. Et puis, à chaque fois qu'il y a un problème de taille, il y a aussi une opportunité de taille. Et ici, cette entreprise, elle propose quelque chose de très intelligent qui vaut le coup de connaître. Alors, passons. Donc, urgence du contexte. Regardez les chiffres de la production globale de plastique. Ça, c'est par an. Donc là, on est déjà à plus de 500 millions de tonnes par an de nouveaux plastiques. On va dire que ça commence dans les années 50. Et ce que vous voyez, c'est que c'est exponentiel. On voit qu'à la crise de 2007, là, il y a eu une perte en fait, de production. Mais en fait, hélas, pendant le Covid, il y a eu une augmentation de 20%. Donc ça a fait un saut vertical encore plus raide. Donc, on a un problème qui continue d'empirer, en fait. C'est ça le vrai problème. C'est que ça continue d'empirer. Donc, évidemment, il y a un moment où il va falloir regarder le sujet et faire quelque chose. Juste pour que vous ayez les chiffres en tête, premièrement, il y a maximum, selon toutes les études que j'ai regardées, 10% du plastique qui va être recyclé, déjà. Et deuxièmement, 60% de tout ce que vous voyez là, donc 500 millions de tonnes par an, 60%, ça finit dans la nature. Ça finit dans la mer ou ça finit directement dans ce qu'on appelle des décharges ou dans les rivières. Ça finit dans la mer. Donc, on a quand même un sujet, on a quand même un problème parce qu'un sujet qui est exponentiel, ça ne fait que s'empirer. Et quand on commence à regarder comment on va le traiter, la situation continue d'empirer. Alors, on continue. On a un contexte qui est urgent. Il y a une accélération réglementaire en fait sur le sujet et ça place un marché qui est très, très intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par accélération réglementaire? En 2021, la France elle a payé 1,2 milliard d'euros de taxes plastiques à l'Union européenne parce qu'elle n'était pas au niveau des standards pour le recyclage. Donc, on n'est pas en train de dire attention, ça va exploser. C'est déjà bien avéré. Si la France elle a payé, c'est dans les journaux, vous trouvez ça en 2 secondes sur Google. Prochain point. Cette année, on a les Nations Unies qui se sont. Alors, j'avais mis en fait les 2 gros événements de 2021 ensemble. Donc, 2021, la Commission européenne, elle a fixé l'objectif de recyclage obligatoire pour les nouveaux plastiques. Et elle a fixé un ordre d'idée de l'amende. Évidemment, vous savez comment ça dans la vie. Jusqu'à ce que ça soit obligatoire, parce que sinon, il faut payer, personne ne fait rien. Là, à cause de l'urgence de la situation et du fait que les politiques se penchent sur le sujet, on a aussi le greenwashing et le fait que ça va nous profiter. Du moment que ça fait du bien à la nature, tout le monde est content. Donc la Commission européenne, elle a dit, OK, ça y est, on a notre objectif. À 2030, il faut que 30% des nouveaux plastiques contiennent des matières recyclées. Et elle a dit, ça va vous coûter 800 € par tonne de plastique, ce qui est énorme par rapport au coût du plastique. Et en 2022, cette année, c'était en février ou en mars, les Nations Unies, donc l'ONU, s'est retrouvée au Kenya. 175 pays ont signé. Ils ont dit, OK, avant fin 2024, on va mettre en place des amendes, donc des mesures restrictives dans nos pays. Donc là, on est quand même sur un contexte qui est en train de bouger. Et je ne peux pas m'autoriser à présenter beaucoup plus de choses ici sur le contexte, même si je vous encouragerai à venir regarder mes présentations un petit peu plus détaillées sur le sujet. Ce qui est en train de se passer, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Vous vous rappelez, là, ça fait quelques années, il faut qu'on fasse quelque chose pour le carbone, les émissions carbone, et donc à la fin, on fait payer les gens et les entreprises et on limite leur production de CO2 avec un crédit qu'ils doivent avoir le droit ou acheter. En fait, ils sont en train de faire exactement pareil sur le plastique. C'est le prochain sujet et ça a déjà bien commencé. C'est d'ailleurs le même organisme qui régule le carbone qui va réguler le plastique. Donc là, on est sur un marché qui est en grosse éclosion puisque les politiques, Commission européenne et l'ONU viennent de s'engager pour que dans les prochaines années, on ait vraiment du mouvement sur le sujet. On a un très grand marché parce qu'en fait, aujourd'hui, on recycle très bien les bouteilles en plastique.
en fait, dans les décharges, par exemple en Thaïlande, il n'y a pas de bouteilles en plastique. Les pauvres ont déjà tout récupéré pour aller les revendre, même si c'est un tout petit revenu, aux entreprises qui les recyclent. Donc finalement, ce qu'il y a dans les décharges et ce qui est un vrai problème, c'est le plastique fin. C'est les sacs et les emballages à usage unique parce qu'on n'a pas développé la façon de les recycler. Donc ça, c'est le problème. Qu'est-ce qui existe sur ce problème? Parce qu'il faut regarder s'il y a une opportunité ici. Ça s'appelle la pyrolyse. C'est pas nouveau. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans une chambre sans oxygène le plastique une fois qu'il est trié, bien nettoyé. On fait chauffer. Il y a un gaz qui s'en échappe. On brûle ce gaz pour faire marcher la machine, donc c'est assez écologique. Et il y a une huile qui en ressort. Cette huile, c'est de l'huile plastique et c'est ça qu'on utilise pour refaire du plastique plus tard. Donc évidemment, on n'est pas en mode vision parfaite, on n'utilise plus de plastique. Mais ce n'est pas réaliste à l'échelle du monde de dire OK, on arrête le plastique. Il faut des étapes intermédiaires. Là, les étapes, c'est on ne va plus faire 100% de nouveaux plastiques avec du pétrole, on va utiliser que 70% de pétrole et 30% de plastique existant. Puis après 50%, 60% jusqu'à une économie circulaire. Le marché de cette huile plastique, là, de recyclage sur les plastiques fins, aujourd'hui, il est estimé qu'on peut produire de 20 à 50 millions de litres par an. Et la demande, elle est estimée à 100 milliards de litres. Évidemment, la demande, elle augmente avec les réglementations. Donc, c'est tout nouveau. Ce marché vient de s'ouvrir. Donc, 50 millions sur 100 milliards, c'est une opportunité, un marché de taille x 2000. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a même pas vraiment de compétition parce qu'il y a du plastique partout. Tout le monde en a besoin et de toute façon, ça va être obligatoire. Donc ici, on est sur un marché qui vient de s'ouvrir et qui est en explosion. Donc ça, c'est top. Donc il y a besoin d'huile de recyclage. Très gros marché, il y a de la place pour tout le monde. Donc déjà, c'est très, très confortable dans cette situation. Prochaine slide. Et qu'est-ce qu'ils disent les pollueurs là sur le sujet de la pollution plastique? Faisons apparaître l'image. Donc Danone, Nestlé, Starbucks, Unilever, PepsiCo, eux, ils disent, nous, on pense que la solution pour la pollution du plastique, c'est des crédits plastiques avec du recyclage chimique. Vous le voyez sur l'image là de l'article au milieu, le recyclage chimique, c'est la pyrolyse. Donc en fait, ceux qui polluent, ils disent, oui, il faut faire un crédit plastique. Alors, pourquoi ils sont un petit peu focus là sur le sujet? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'aller, eux, nettoyer l'environnement qu'ils ont pollué. Ils sont contents que quelqu'un d'autre le fasse et de juste avoir à payer. Comme ça, ils peuvent payer quelqu'un d'autre pour nettoyer l'équivalent de ce qui pollue. Ça s'appelle la neutralité plastique. On compense en nettoyant l'environnement de ce que nous, on produit. C'est ce qui va être obligatoire. Donc les grands pollueurs, ils veulent montrer patte blanche, évidemment. Ils veulent dire oui, nous, on sait qu'il y a un problème, même si on est en cause, il faut qu'on trouve une solution. Donc là, on a quand même les grosses entreprises qui polluent, qui sont d'accord pour faire ça, et on a les réglementaires, la Commission européenne, l'ONU, qui disent OK, maintenant, on s'attelle au plastique. Donc regardons le business model de cette entreprise. Doucement, doucement. Premièrement, il faut trier les déchets, parce qu'il y en a plein. C'est gratuit, il y en a partout dans la nature. Donc, on va employer les populations locales, leur donner du coup un job pour aider à nettoyer et trier le plastique, qui est donc gratuit dans l'environnement, et le mettre dans la machine. Vas-y, clique. La machine, c'est une machine de pyrolyse. Qu'est-ce que ça fait, cette machine? Ça recycle ce plastique qu'on a trouvé gratuitement dans l'environnement. Ça en fait une huile qu'on revend ensuite, clique, à l'industrie pétrochimique, parce que c'est eux qui fabriquent le plastique. Et eux, ils en ont besoin, parce que c'est obligatoire maintenant. Donc, c'est quand même simple comme business model. Il y a plein de plastiques qui attendent d'être recyclés. Je redistribue les richesses en employant des populations locales. C'est très simple, il faut juste un toit, de l'eau, de l'électricité et les machines. Et de toute façon, comme c'est les ordures, il n'y a personne qui veut le faire, donc il y a de la place sur le marché. On en fait de l'huile et elle se vend 1 euro par litre. Donc, une machine, là, comme la bleue, ça génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sur du plastique qui est gratuit dans l'environnement. Donc, ça sort le plastique de l'environnement et ça va le réinjecter dans la production du nouveau plastique. Donc, somme toute, même si ce n'est pas la vision totale de il n'y a plus de plastique en circulation, on est quand même sur l'environnement gagne parce qu'on sort du plastique de l'environnement. Donc, cette société, Corsair, qu'est-ce qu'elle fait? Tu peux cliquer. Elle installe ses machines de pyrolyse dans les décharges. Par exemple, là, en Thaïlande, aux Philippines, ça va arriver au Ghana et aux Seychelles. Il y en a une qui est en train d'être installée en Europe du Nord. Et elle recycle du plastique. Puis elle va vendre cette huile. Donc, elle fait son business sur un modèle industriel. Mais elle est bien plus intelligente que ça et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a quelqu'un de très ingénieux qui s'est occupé du modèle.
Ce qui a vraiment de la valeur pour les entreprises du monde, attends, avant de mettre ça. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est de pouvoir prouver qu'on nettoie notre pollution plastique. Donc, je suis Danone, je suis Unilever, parce que ça va être la réglementation. Je vais devoir prouver que je compense le plastique que je crée, comme avec le carbone, quand on paye 5 € de plus pour compenser le carbone de notre billet d'avion. Sauf que ça va être obligatoire. Donc, du coup, tout le monde s'attelle à regarder comment on fait. Corsair, ils ont dit, si je certifie avec un processus audité qu'il y a cette quantité de plastique qui a été retirée de l'environnement, ça y est, ça a déjà été recyclé, et que je donne un reçu digital, ça s'appelle un CSR, comme Corsair, c'est un token sur la blockchain, mais pas une crypto-monnaie. C'est un token qui est la preuve inviolable et certifiée qu'il y a eu une certaine quantité de plastique qui a été retirée de l'environnement. Donc, c'est le reçu, en fait. C'est le reçu papier qui dit, voilà, celui qui a le reçu, il a la capacité de dire qu'il a compensé du plastique qu'il a émis. Donc, c'est ça qui a de la valeur, finalement. C'est ça, le crédit plastique. C'est ce token qui est un reçu digital qui prouve qu'il y a eu 10 kilos, 1 tonne, 10 tonnes de plastique qui a vraiment été retiré. Et ils sont encore plus intelligents, Corsair, parce qu'ils savent bien qu'il y a plein de gens qui peuvent se mettre à faire ça. Et le but, c'est de devenir standard du marché. C'est-à-dire que les entreprises et les gouvernements, ils se disent, OK, qu'est-ce qui existe là pour prouver qu'on compense le plastique? Ah, bah, c'est le CSR parce qu'il est déjà utilisé dans le monde entier. Donc Corsair, ils ont mis en place, tu peux cliquer, un réseau de partenaires qui eux aussi recyclent et qui vont tous utiliser le même reçu digital. Donc ce n'est pas qu'une entreprise qui recycle du plastique et qui a le reçu digital. C'est toute une organisation avec des partenaires. Et le but, c'est que tout le monde, en fait, décide d'utiliser ce reçu digital-là pour que ce soit le standard du marché. Alors, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce reçu digital, avec ce token? Bah, premièrement, on va pouvoir acheter sa neutralité plastique. Et ça, c'est très ingénieux parce que c'est ce que les entreprises vont avoir besoin de faire, de prouver, voilà, j'ai payé pour retirer 2 tonnes de plastique de l'environnement. Voilà le certificat, j'ai vraiment payé. Les tokens ont disparu, je les ai brûlés. Ça nous valide la neutralité plastique pour 1 an. Ou alors, ou plutôt, on peut les garder, on peut les stocker, ces tokens, parce qu'ils prennent de la valeur. Ils prennent de la valeur avec l'activité industrielle qui continue de se développer, avec plein de centres qui sont en train de s'ouvrir partout. Et ils se développent parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de prouver leur neutralité plastique. Donc, ils ont créé une double valeur ici. Premièrement, ils prennent du plastique de l'environnement qui est gratuit, donc ils nettoient l'environnement, ils revendent de l'huile qui est en demande, donc là, ça fait vraiment un business physique. Et deuxièmement, ils créent une valorisation de ce recyclage en reçu digital qui va être aussi échangé et prendre de la valeur. Donc aujourd'hui, moi, je trouve que ça, c'est très intelligent. Je trouve que ça fait sens, ça aide l'environnement et que moi, j'apprécie aussi de l'ingéniosité du système et le timing sur le marché. Puis en plus, l'entreprise est très, très sérieuse et c'est un très bon gage de crédibilité. Vous pourrez voir tout ça dans une présentation plus détaillée que j'ai déjà préparée pour mon réseau. Donc voilà le business model. Je nettoie du plastique de l'environnement et je vends cette huile pour faire un business model. Et aussi, je monétise la valeur de l'activité de recyclage. Donc voilà, en une slide, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Prochaine slide. Donc le plan de développement rapidement pour comprendre qu'en fait, en plus que ce soit un bon moment sur le marché, l'entreprise a le vent en poupe. Je peux faire apparaître, c'est quoi leur objectif dans 8 ans? Premièrement, sortir 2 milliards de kilos de plastique, 2 milliards de kilos de plastique de l'environnement par an. Donc là, on ne parle pas d'un projet hippie de on va aller nettoyer la plage avec 30 personnes. Là, on parle de quelque chose qui fait une différence à l'échelle mondiale, une activité industrielle pour retirer le plastique en masse de l'environnement. On produit de l'huile plastique. Ils ont un objectif qui est atteignable de 1 milliard de litres par an, ce qui fait plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on se place vraiment sur un marché très intéressant ici. Et puis, on ouvre 144 centres de recyclage partout où il y a des décharges et des déchets plastiques. Donc, dans 81 pays. Et encore une fois, je suis en process là pour voir comment on en ouvre un à Bali, là où j'habite. C'est en fait très simple. Il suffit d'acheter. Il faut qu'il y ait un investisseur qui achète les machines. Elles doivent coûter à peu près moins d'1 million d'euros, les machines. Puis ensuite, elles génèrent 1 million par an. Donc, en fait,
sans compter les salaires des gens et l'électricité, on a quand même un ROI de 1 an, donc avec les salaires, etc., de 1 an et demi. Donc, c'est quand même un bon business. Et en plus de ça, on peut faire du greenwashing après. Les politiques, les localités, elles peuvent dire, voilà, nous, on nettoie l'environnement, quoi. On est écologique. Mais ici, c'est pas grave le greenwashing, parce que l'environnement, il gagne vraiment. Donc, c'est un projet qui est vraiment ingénieux. Passons. Donc, ici, il y a un marketing de réseau. Vous avez compris, c'est une activité industrielle. Donc, l'entreprise, elle vend de l'huile plastique qu'elle crée. Donc, il y a un produit, il y a toute une machinerie. Donc, ce n'est pas une entreprise de marketing de réseau qui marche par recommandation. Par contre, le PDG, il connaît le marketing de réseau, il sait à quel point c'est puissant, surtout au niveau de la propagation. Je vous rappelle, le marketing de réseau, plus il y a de gens qui en parlent, plus ça grandit vite. Et ici, l'entreprise, stratégiquement, elle a besoin de s'assurer que ça va devenir le standard du marché qui est en train d'éclore. Le marché est en train d'éclore. Donc, du coup, c'est le bon moment pour se placer pour être standard du marché. Le marketing de réseau, c'est plein de gens qui en parlent. Et donc, du coup, ça fait rayonner l'entreprise. Et donc, du coup, on est en train de s'établir comme standard du marché. L'argent qui rentre par le marketing de réseau, donc le but, c'est de rentrer en achetant des tokens, puis ensuite on les garde ou alors on les échange contre notre neutralité plastique. Cet argent-là qui rentre, il sert à ouvrir de plus en plus de centres, donc à dynamiser plus rapidement la croissance de l'entreprise, qui est aussi cotée en bourse. Donc les gros investisseurs et institutionnels, ils peuvent investir plus largement des plus grosses sommes aussi par un circuit classique. Donc Corsair va verser des commissions en échange des commandes de recyclage. Très concrètement, comment ça marche? Vous trouvez que c'est bien foutu, que c'est intelligent, et vous avez envie d'apprendre comment on fait. Mettons, vous voulez investir intelligemment, mettre 5 000 euros. Vous vous dites, ouais, c'est quand même intelligent là, de mettre 5 000 euros dans les 2-3 ans. Ça peut avoir un potentiel de faire un x10, un x20. Ça dépend de la rapidité d'adoption du marché et des réglementations. Donc, du coup, vous allez commander à l'entreprise 5 000 euros de tokens, et l'entreprise, elle va nettoyer l'environnement. Et une fois qu'elle a terminé, de nettoyer vraiment le plastique, elle crée le reçu digital et elle vous le donne. Et vous le gardez dans votre MetaMask. Donc c'est super parce qu'il n'y a pas de spéculation ici. On reçoit les tokens que quand le plastique a été recyclé. Et en gros, ça met à peu près 1 an à hauteur de 10% par mois. Donc j'achète 5 000 euros, je vais recevoir 500 euros de tokens tous les mois, le temps que l'entreprise nettoie vraiment l'environnement. Puis ensuite, on garde ces tokens. Donc c'est un investissement intelligent sur les tokens, sur un marché qui est vraiment sur le point d'exploser. On l'a vu, c'est réglementaire. Ici, ce n'est pas du trading, ce n'est pas spéculatif, c'est réglementaire. Ça, c'est génial. Et dernier point, on est sur un projet écologique ici. Et ça fait du bien quand même dans le business, surtout quand on est un peu dans la spiritualité, un peu beaucoup comme moi. On a envie de s'investir sur des projets qui font sens et qui ont un impact positif dans le monde. Ici, c'est un projet win-win-win. C'est win pour l'environnement, c'est win pour l'entreprise et c'est win pour nous, les membres. Donc, il y a beaucoup de création de valeur. Et en plus de ça, il y a les richesses qui sont redistribuées pour les personnes comme nous. On peut générer un revenu, c'est super. Mais aussi pour les personnes dans les pays en voie de développement, qui nettoient et qui trient le plastique, qui vont le repêcher dans la mer. C'est vraiment génial. Ils viennent de sponsoriser d'ailleurs une initiative dans les bidonvilles de Bangkok, où maintenant, ils proposent de racheter le plastique qui est ramassé dans le bidonville par les plus démunis. Voilà. Donc, c'est un projet qui fait sens et c'est vraiment une belle opportunité là, de se lancer dans le marketing de réseau. Donc, le parrainage, la recommandation. Bien sûr, il faut faire un peu plus de recherche et je vous ai préparé plein de choses pour faire votre due diligence. Mais si c'est quelque chose qui résonne déjà pour vous, ça peut valoir le coup qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Prochaine slide. Alors, Anaha Tribe, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté d'entrepreneurs conscients qu'on a fondée avec Alix et avec Camille et qui propose d'apprendre ensemble comment on fait du marketing de réseau d'une façon plus dans le cœur, plus spirituelle. Donc, c'est une communauté où on se forme et on a 50% des ateliers, c'est sur la spiritualité et 50% c'est sur on regarde comment on définit son réseau, comment on le cultive. C'est basique, hein, c'est de l'entretien de relations humaines. Comment on parle de quelque chose qui a l'air de faire sens à quelqu'un de façon judicieuse. Comment on démystifie le marketing relationnel, comment on s'établit dans un business avec son cœur. Et puis, on a un sujet qui va être
plus spirituel. On a fait un travail sur les ancêtres, on a fait des voyages au tambour, etc. Donc, c'est l'environnement parfait pour apprendre à se lancer. On est une cinquantaine pour l'instant et on est complètement ouvert à ce que certains d'entre vous nous rejoignent. Donc, si vous voulez apprendre ensemble à être bien entouré, à faire du marketing de réseau, et on le fait avec Corsair parce que ça fait sens, parce que c'est un bon timing et parce que c'est une entreprise sérieuse, alors, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Tu le vois? Oui, on sort du plastique de l'environnement pour le réinjecter sous format recyclé. Donc, in fine, il y a toujours autant de plastique dans l'environnement. Non? Eh bien, la réponse, c'est non. Parce que si on n'avait pas recyclé ça, la courbe, elle continue d'aller exponentielle. Donc, quand on fait 30% de recyclage avant 2030, puis après 40%, après 50%, le plastique qui finit dans l'environnement in fine, il diminue. Et plus on ouvre de centres, plus on retire la merde qu'on a accumulée pendant 50 ans. Donc, in fine, il y a toujours du plastique en circulation jusqu'à ce qu'on arrive à une économie circulaire et qu'on se donne le temps de trouver des solutions autres que le plastique. Parce que de toute façon, la ressource du pétrole, elle diminue. Donc, évidemment, je l'ai dit, ce n'est pas la solution finale de ça y est, le problème du plastique est réglé. Par contre, c'est un changement de paradigme important. On passe de je produis autant de plastique que je veux, de toute façon, je ne me pose pas de question de là où il termine, et il termine dans la nature, à mes déchets plastiques, et j'en ai trop, je ne sais pas quoi en faire. En fait, c'est une matière première qui a de la valeur. Donc, au lieu de s'empiler dans la nature, elle diminue dans la nature. Et on se donne plus de temps pour changer nos systèmes d'un point de vue global, surtout au niveau de la consommation. C'est quand même un grand pas en avant. Et après, il y a un autre grand pas en avant. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je l'ai dit tout à l'heure, sur une échelle globale de l'humanité, on ne peut pas faire un petit projet de hippie. Allez, ça y est, tout le monde, on arrête d'utiliser le plastique. C'est pas possible. Ça met des années à se mettre en place, à évoluer et à être intégré par les populations locales, qui aujourd'hui, par exemple, à Bali, le sac plastique, elles le jettent dans la rivière. Hein. Elle ne se pose même pas la question. Il y a un vrai sujet d'éducation. Mais en parallèle du sujet d'éducation, il y a un sujet d'urgence. Il y a un sujet d'urgence parce qu'il y a des îles entières là, de plastique qui circulent dans les océans. Il y en a 7. Il y en a une énorme dans le Pacifique, mais il y en a partout. Et puis quand vous allez en vacances et que vous faites de la plongée, vous voyez, il y a du plastique partout. Bon, terminons la présentation. Anaha Tribe, c'est donc une communauté d'entrepreneurs conscients qui apprend à grandir ensemble autour du marketing de réseau pour le faire d'une nouvelle manière. Et on est ouvert à ceux qui sont intéressés pour apprendre à zéro. On commence à zéro et on se propose de le faire d'une manière un petit peu plus spirituelle. Donc, pour terminer, se diversifier en recommandant, en parrainant, c'est la proposition du jour. C'est ce que je suis venu vous présenter. C'est une possibilité qui est vraiment facile à mettre en place. Donc, prochaines étapes. Premièrement, prendre contact avec nous. Vous avez accès à mes contacts, à mon WhatsApp ou à mon Telegram. Donc, on en parle quand vous voulez. Deuxièmement, vous pouvez vous demander si ça résonne pour vous, peut-être d'en savoir plus ou de rejoindre déjà Anaha Tribe. Pour rejoindre cette communauté d'entrepreneurs conscients, il suffit de rentrer par Corsair et d'y investir ce que vous ressentez qui est juste pour vous. Et troisièmement, peut-être apprendre à parrainer. Alors, si ce n'est pas avec nous, avec quelqu'un d'autre peut-être, mais vous demandez, est-ce que ça ne vaut pas le coup que j'apprenne à parrainer comme ça, de façon additionnelle par rapport à ce que je fais déjà? Parce qu'en fait, ça a une forte probabilité de vous générer un revenu intéressant d'abord et qui peut devenir très puissant si vous vous passionnez pour le sujet. Donc, voilà les prochaines étapes. Prenez contact avec moi, avec nous. Demandez-vous si ça vous intéresse, cette communauté d'entrepreneurs du cœur. Et puis, demandez-vous si ça résonne pour vous de vous diversifier en apprenant à parrainer des choses